Quand on a une assurance vie, un PEA, un compte titre, évidemment, on a envie d'avoir les fonds qui rapportent le plus. C'est difficile d'en trouver, honnêtement, on ne va pas se mentir, c'est difficile de trouver des fonds qui sont performants sur très longue période parce que, ma foi, il n'y en a pas beaucoup. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Lorenzini, donc fondateur du site. On va essayer d'éviter l'endogamie intellectuelle. Oui, N3D, il est marrant. C'est vrai que on veut tous savoir, évidemment, payer le moins de frais possible et avoir des fonds qui rapportent le plus. Sauf qu'il y a des effets de mode, il y a des gens qui sont très bons pendant 2-3 ans, puis après ils s'éteignent, ou changent de boîte, ou whatever. Oui, puis c'est très dur, encore une fois, et donc je vous ai demandé... Parce que non, c'est intéressant, c'est que c'est pas n'importe qui, Frédéric Lorenzini. Il est passé, non mais c'est vrai, c'est passé par Morningstar, donc c'est un truc qu'il sait faire ça. Même si aujourd'hui, il a monté son bouclard N3D. Pendant des années, il a analysé qualitativement, quantitativement, les SICAV. Il y a quoi, 10 000 SICAV en France, 15 000? Oui, il y en a entre 9 et 10. Entre 9 et 10 000. 9 et 10 000. Et donc, quelles sont celles qui ont fait leur preuve dans la durée? J'insiste. Pas celles qui ont fait des coups d'éclat ou qui ont fait leur bonne performance il y a 10 ans, ou celles qui ont fait leur bonne performance là sur 2 ans. Non, sur 10 ans, quelles sont celles? On a regardé. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a, les investisseurs ont souvent tendance à regarder dans le rétroviseur sur le court terme. Ils disent, ah oui, year to date depuis le début de l'année, ça fait 10%, ça fait 15%. J'y vais. Ou en 2018, ça a fait, tu sais, on pense à H2O qui a des fonds qui ont fait 25-30% en 2018. C'est très bien. Mais la question, c'est sur le plus long terme, il y a de la volatilité et du coup, on oublie certains fonds qui délivrent de la bonne performance sur le long terme, qui sont un peu dans l'ombre. Année après année. Un exemple, DNB Technologies. J'en veux 5. Okay. Non, pas de baratin, 5. Ok. DNB Technologies. Le premier, il est quasiment sur 10 ans en peloton de tête. Ça fait à peu près 20-21% par an sur 10 ans. Non. Ok. Alors, c'est intéressant parce que c'est une petite, c'est pas une petite boîte, c'est une société scandinave qui pèse à peu près 60 milliards, qui est en train de s'implanter en France. Ça investit, comme son nom l'indique, dans des valeurs tech. Alors, il y a des grandes valeurs, genre Oracle, Microsoft, mais il y a aussi des petites valeurs qu'on ne connaît pas en France, comme Betsson, qui fait de l'électronique embarquée, c'est suédois. Et ça donne de la bonne mais 22% par an, il y a des années où ça fait 80 et d'autres années où ça fait moins 30. Il y a de la volatilité. Sur ce fonds-là, le problème, ce n'est pas tellement la volatilité, c'est plutôt autre chose. C'est un fonds qui pèse à peu près aujourd'hui 600 millions d'euros. Si le fonds grossit de trop, beaucoup, est-ce qu'il pourra continuer à être aussi performant? Parce qu'à 600 millions d'euros, vous pouvez mettre en portefeuille des petites pépites comme celle qu'on a évoquée, Betsson, qui fait de l'électronique embarquée en Suède. Si vous commencez à peser 1,5 milliard, 2 milliards, vous êtes obligé d'aller sur les blue chips. Et c'est un peu ça. Mais il n'y a pas un biais techno? Alors, en fait, prendre DNB Technologies, on pourrait prendre n'importe quel actif technologique. Et puis des fonds qui, sur 10 ans, ont de belles performances dans l'univers techno, il y en a d'autres. Il y a un fonds Candriam, il y a un fonds JP Morgan, il y a un fonds chez Franklin. Mais le meilleur, c'est celui-là, c'est DNB Technologies. Voilà, c'est celui-là. Dans un autre registre complètement à l'opposé, sur un marché de niche, le Fidelity UK Smaller Company. Bon, UK, ok. Ok. On est vraiment sur un marché de niche, je dirais presque un marché de spécialité. Pour autant, ça a délivré à peu près 20% par an sur 10 ans. Alors c'est vrai que sur cette période, il y a eu une petite appréciation de la livre britannique par rapport à l'euro. Oui, ce qu'il faut noter sur ce fonds, c'est qu'il est libellé en livre britannique. Libellé. Donc, oui, il y a un effet, il y a un effet de change qui, le cas échéant, peut vous prendre à brosse-poil. Il est libellé. Il est libellé ou libellé, ça dépend des jours. Assez logiquement, c'est un fonds qui est très diversifié, 120 lignes, parce qu'on est sur des toutes petites valeurs britanniques. Et jusque-là, c'est un fonds qui n'a pas eu une volatilité excessive. Ça n'a pas eu une volatilité excessive. Le problème, c'est que vous êtes sur une devise étrangère sur laquelle on a un manque de visibilité. Il y a d'autres fonds comme ça qui sont des fonds de niche qui ont très bien performé. Des fonds de niche, il y en a en fait beaucoup. Il y en a en fait beaucoup parce qu'il y a des classes d'actifs comme ça qui attirent l'œil. On va prendre un exemple concret, le Amundi Equity Thailand. Amundi Equity Thailand, donc son nom l'indique, c'est un fonds géré par Amundi qui investit en actions thaïlandaises, 20% par an sur 10 ans, avec quand même ce biais qui a beaucoup de volatilité, c'est comme les actions russes. Les actions russes en 2009, c'était une année de rebond, ça fait plus 130%, ça faisait suite à une année calamiteuse en 2008 où on était à moins 75%. Donc ces marchés de niche sur des classes d'actifs un petit peu pointues, ça séduit les investisseurs parce qu'on peut avoir une performance globale sur 10 ans, là on est à 20% par an sur 10 ans, sauf que derrière ça, vous avez énormément de volatilité. Si on veut quelque chose de moins exotique.
Si on veut quelque chose de moins exotique, un exemple, on passe au quatrième, indépendance et expansion. Indépendance et expansion, c'est cave. Là aussi, on est sur une performance de l'ordre de 20% par an. On est sur un fonds qui investit dans des petites et des moyennes valeurs françaises. Donc on est sur un territoire d'investissement qui est proche de nous. Belle performance sur 10 ans, mais attention. Ouais, mais avec du swing. Avec du swing, attention à la volatilité. C'est là, on veut pas. Ça, c'est quoi les chiffres? C'est genre, une année, ça fait plus 50, oui, ça fait moins 30, c'est ça? En 2013, ça fait plus 66% en 2013, et en 2018, l'année dernière, moins 30%. Mais c'est inévitable. C'est inévitable. Il y a un moment. Non, il n'y a pas des fonds dans la liste des fonds que vous. Et ça s'appelle le fonds en euros ou ça s'appelle le livret A. Si vous voulez de la performance, vous serez obligé d'aller sur les classes d'actifs qui sont volatiles, ce sont les actions. Mais bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas des fonds, encore une fois, qui font du 20% par an sur 10 ans et qui ont la volatilité la plus basse? Alors, certains ont une volatilité moins importante, mais vous aurez toujours de la volatilité. volatilité. J'ai pas dit basse, j'ai dit plus basse. Plus basse, oui, mais vous aurez des années négatives. Non, mais évidemment, et c'est normal. C'est consubstantiel à l'investissement en action. Voilà, on est d'accord. Après l'endogamie intellectuelle. Que je donne à un investisseur qui souhaite aller sur les actions, c'est si vous ne supportez pas psychologiquement, intellectuellement, d'avoir une année où votre portefeuille fait moins 20%, n'allez pas sur les actions. Parce que structurellement, vous prenez le risque. Et alors, un cinquième... Et souvent, avant le cinquième, c'est pas une connerie au final de se dire que de regarder sur 10 ans. Moi, je me dis, parce que c'était le point de départ, regardons ceux qui ont fait leurs preuves. Non, c'est pas une bêtise. Dans la durée. Et en même temps, il y a des tendances. La tech, qui sera peut-être moins tendance demain après-demain, encore que je pense pas, mais... Non, je pense que c'est pas revenir aussi loin. Je pense que le faut pas se concentrer sur les 3 dernières années, peut-être, non? Non. Je pense qu'un cycle, 3 dernières années, c'est pas un cycle économique complet. Donc 10 ans, c'est intéressant parce que ça permet de voir justement ceux qui sont encore là. D'abord, ceux qui sont encore là, et ceux qui arrivent à évoluer en fonction à manœuvrer. À manœuvrer. Je pense que le problème, ce qui est une bêtise, c'est pas de regarder sur 10 ans. Ce qui est une bêtise, c'est d'avoir peur de la volatilité. Et ça, il faut le redire à vos auditeurs, aux investisseurs, la volatilité n'est pas un problème si vous avez un horizon de placement de 10 ans et que vous dormez sereinement. Si votre horizon de placement, c'est 2 ans parce que... On ne va pas sur les actions. On ne va pas sur les actions. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une perte en capital si dans 2 ans, vous voulez acheter un appartement. Si votre horizon, c'est 10 ans, 15 ans, alors c'est plus un problème que sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, ça perd 15%. Bon, dernier fonds. Un petit top français. 5, encore une fois, en 5e position du fonds, le plus performant sur 10 ans. Moneta micro-entreprise, on est à peu près à 17% par an sur 10 ans. Là encore, c'est un fonds petite et moyenne valeur française. On aime beaucoup la personnalité du gérant Romain Burnand parce que c'est vraiment un artisan. C'est quelqu'un, en fait, c'est un vrai gérant qui aime bien acheter les valeurs. Le fonds pèse moins de 400 millions d'euros, donc c'est un petit fonds. Belle performance. Avec un point de vigilance, c'est que le fonds progressivement... Vous avez dit 17% par an sur 10 ans. Ouais. Ouais, quand même. Avec une volatilité maîtrisée. Le point de vigilance sur ce fonds, qui est, le nom c'est micro-entreprise, c'est qu'il est obligé progressivement d'élargir son scope d'investissement, son territoire d'investissement. Et vous trouvez en portefeuille des entreprises comme Sanofi ou Vivendi. Alors micro-entreprise, Sanofi, Vivendi, j'ai comme un doute. Hein. Voilà. Donc progressivement, le fonds... Et pourquoi ? Pour 2 raisons, parce qu'il a grossi en taille. Donc, il y a un moment, quand vous gérez 150 millions, c'est simple d'investir, c'est possible d'investir dans les toutes petites valeurs. Quand vous passez les 200 millions, le gisement ne vous permet pas de continuer à faire votre marché. Donc, vous êtes obligé d'aller sur des valeurs moyennes, voire des très grandes valeurs. On a vu ce phénomène, on l'a déjà observé dans le temps, sur un fonds comme Agressor, à la financière de l'Échiquier. Au début des années 2000, c'est un fonds petite et moyenne valeur. Il arrive à 1 milliard d'encours. 1 milliard d'encours, on suspend les souscriptions. On dit on ne prend pas d'argent et le fonds se repositionne en disant on va continuer à investir sur les petites moyennes valeurs, mais aussi sur les grandes caps pour continuer à accepter de l'argent. Bon. Il y a des problématiques d'encours quand on est sur des fonds petites valeurs. On est passé rapidement, on finit là-dessus, sur ce fonds H2O Multibond, qui est la star, encore une fois, qui collecte le plus. H2O Multibond, ils font quoi exactement quand ils sortent du 20% par an, c'est ça? Oui, alors ça sort plus de 20% par an. Le problème, la caractéristique de ce fonds Multibond, c'est vraiment la star du moment, il faut le dire. Oui, c'est la star. Multibond, c'est plusieurs obligations. Donc, on se dit, j'investis sur des obligations, mais comment on fait en investissant sur des obligations pour sortir du 20%? Oui. Alors, la réalité, c'est qu'on est sur un hedge fund. C'est-à-dire que c'est gorgé de produits dérivés, de couverture. Donc, il a tort de s'appeler Multibond.
Alors, il y a des obligations, bien sûr, il y a beaucoup d'obligations, il y en a de multiples, mais il y a aussi des couvertures dans tous les sens. Et quand vous regardez... Non, mais les paris qui sont pris, enfin, voilà, pardon, ça marche. Voilà, il faut oser prendre des paris. Mais absolument. Avec des convictions, ça marche, avec une prise de risque. Quand vous regardez ce qu'on appelle le bilan du fonds, les actifs, vous avez quelque chose qui est très troublant, qui s'appelle le hors-bilan. C'est-à-dire des choses qui n'apparaissent pas directement dans l'actif. Là, il y a des prises de risque énormes. Alors, tant que vous avez une vista, tant que vous avez la main, ça se passe bien. C'est le cas depuis combien de temps sur ce fonds? Quasiment depuis le début. C'est quand le début? Mais juste pour terminer, je n'ai pas regardé sur l'exercice 2018, on n'a pas encore les données, mais sur l'exercice 2017, quand vous prenez le bilan sur 2017, on vous dit il y a du hors-bilan sur ce fonds. Une poche de hors-bilan qui a gagné 500 millions. C'est quoi une poche de hors-bilan pour le commun des mortels? Alors, quand vous regardez les actifs d'une entreprise et un fonds, c'est géré comme une entreprise. Vous avez des actifs matériels, c'est votre bureau. Vous avez des actifs immatériels, c'est dans notre marque. Et puis, vous avez du hors-bilan. Le hors-bilan, c'est par exemple l'engagement de retraite que Renault a souscrit pour Carlos Ghosn. Ouais. Quand il va partir à la retraite, l'entreprise va lui payer une retraite. On ne sait pas pendant combien de temps ça va durer. Donc, c'est du hors-bilan parce qu'on a du mal à le quantifier. Et du coup, quand on analyse les comptes d'une entreprise, ce qui est important, c'est de regarder ce qu'il y a classiquement dans la colonne actif et à passif. Droite, et puis, c'est toutes les petites notes qu'il y a en bas de page et à la fin du rapport annuel, c'est ce qu'on appelle le hors-bilan. Et le rapport avec H2O? Le rapport avec H2O, c'est que quand vous regardez, j'avais fait l'exercice sur 2018, le hors-bilan de H2O, vous aviez deux poches. Une poche de hors-bilan qui était positive avec un gain de 500 millions et une poche qui était négative avec une perte de 400 millions. Ça faisait un delta positif de 100 millions. Sauf que vous voyez, c'est subtil. Vous risquez une année d'avoir une inversion, une poche négative de 500 millions et puis... Mais qu'on ne voit pas pour l'instant. Ah mais peut-être que ça ne surviendra jamais. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de clair, c'est que sur H2O, on est sur de la gestion alternative. Ce qui n'est pas scandaleux, c'est très bien, ça donne de très bons résultats, mais... Dans l'esprit de certains investisseurs, on est sur de l'obligataire et parfois les gens associent l'obligataire à un investissement. Est trompeuse. L'appellation, oui, peut laisser penser qu'on est sur un placement de bon père de famille. On est sur un placement rock'n'roll. Voilà, rock'n'roll. Donc top 5, donc shortlist des 5 fonds les plus performants, du 20% par an sur 10 ans. Avec de la volatilité. Évidemment. Bah oui, évidemment. Ça va ensemble, ça va de pair. Ouais. Merci beaucoup. Frédéric Lorenzi, donc cofondateur du site N3D. Bye.